Ça y est, j'espère que tout le monde a bien travaillé, que vous avez construit vos questions. On va commencer tout de suite la séance de questions, débat avec nos invités et grâce aux questions que vous avez formulées. Donc je vous demande qu'on s'écoute. Tout le monde, toutes les tables vont avoir la parole à tour de rôle. On va commencer de manière totalement arbitraire par la table du fond. Voilà. Donc, c'est pour des raisons en fait d'organisation du cadrage de la caméra. Ce n'est pas du tout autre que ça. Donc, je vais prendre la première question. Je vous remercie de bien vouloir vous présenter rien du tout. Okay. Et de poser la question au nom du groupe. Merci. D'accord. Oui, bonsoir. Alors, dans le cadre de l'habitat solidaire... Non, on ne me présente pas. Non. On se pose une petite question par rapport à un camp qui se trouve sur Fontaine et qui s'appelle Courtade. Voilà, un camp de Rome. On se pose la question pourquoi le projet a capoté entre la Fondation Abbé Pierre, Rome Action, la métro et la patate chaude et tout ça. Voilà. Parce que c'était un projet quand même avec des constructions, avec des caravanes, il y avait le financement, il y avait tout et en fait le projet n'a pas abouti. Voilà, et en plus, voilà, parce que la métro dit c'est pas nous, c'est la mairie de Fontaine. La mairie de Fontaine dit ah mais non, 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 c'est pas du tout nous, c'est les autres. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout à fait tout le monde qui pourra répondre à cette question. Madame Garnier. Eh bien, merci pour cette question, qui permet de rentrer un peu dans le vif du sujet. Vous avez raison, quelquefois, il n'est pas toujours très lisible de savoir qu'est-ce qui, au final, a fait qu'à un moment donné, il y a une dynamique positive qui se met en place, et puis qu'à un moment donné aussi, les intérêts des uns et des autres n'arrivent pas à converger vers l'engagement de quelque chose. Moi, ce que je peux vous dire sur cette question-là, il y a deux choses. Il y a l'exemple concret que vous citez, et puis il y a plus globalement peut-être la question des enjeux sur ces aspects-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous, on a été sollicités par le collectif qui intervenait sur ce terrain-là, qui était composé d'une dynamique assez intéressante et en tout cas qu'on trouve importante aussi pour intervenir auprès d'occupants qui sont contraints de vivre en bidonville et qui sont souvent très isolés. Donc là, on avait effectivement une configuration un peu étonnante et que nous, par ailleurs, on soutient en soutenant l'association Rome Action, qui était d'avoir une intervention un peu d'outillage de travail social auprès de ces familles-là, d'avoir aussi un accompagnement un peu citoyen avec, me semble-t-il, des riverains et puis... qui ne sont pas uniquement convoqués sur le mode de la division autour de ces questions de grande précarité. Donc là, on avait quand même une configuration avec des gens qui avaient envie d'agir. Et puis, quelque chose de très important et qu'on oublie souvent quand on veut intervenir auprès des populations en difficulté, c'est que là, les familles, elles sont souvent demandeuses. Simplement, on n'est pas toujours amené à intervenir en laissant cette place-là s'exprimer. Et là, dans mon souvenir, on avait aussi des familles, en l'occurrence une quinzaine de ménages, qui étaient dans la demande... d'agir un petit peu différemment, c'était de dire, qui posait à l'ensemble des acteurs, la puissance publique, les associations. Alors nous, on n'était pas forcément en lien direct, puisque la Fondation Abbé Pierre, je le rappelle, son enjeu à elle, c'est de redistribuer les dons des donateurs, donc effectivement qu'elle vient soutenir des actions qui permettent d'en sortir, mais elle n'a pas, en tout cas en région Rhône-Alpes, un accueil direct Fondation Abbé Pierre, elle s'appuie sur des acteurs pour le faire. Alors c'est vrai que là, il y a une dynamique qui s'est créée. Tout le monde, me semble-t-il, a un peu œuvré pour qu'on essaye à la fois de penser quelque chose qui permettait de sécuriser, parce qu'à la Fondation Abbé Pierre, évidemment qu'on cherche, comme beaucoup d'acteurs, à faire que les personnes qui, à un moment donné, passent par la précarité ne s'y installent pas. Que nous, on a proposé effectivement d'intervenir un peu en urgence. Mais l'urgence, c'était une condition aussi pour construire un projet avec les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
d'allouer un fonds en urgence, en l'occurrence là, de permettre que les gens qui vivaient dans des conditions très difficiles, dans des tentes qui prenaient l'eau, sur un terrain sur lequel il était question, dans un premier temps, qu'il y a une discussion avec la collectivité, et en l'occurrence la ville de Fontaine. Moi, je ne vais pas vous faire vous savez mieux que nous, vous, hein, enfin vous savez mieux que moi. Moi, je suis installée à Lyon. Moi, je vous dirais simplement comment les choses elles se sont déplacées, parce qu'aujourd'hui, il y a encore des interventions et on est en train d'attraper cette question un peu autrement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a la possibilité, on a eu à un moment donné la possibilité d'intervenir un peu en urgence en débloquant des fonds, et que je pense qu'il y a eu beaucoup de malentendus. Le malentendu, c'est un truc qu'on connaît sur tous les sujets, et en particulier sur des questions aussi complexes et aussi aujourd'hui quelquefois moins unanimes, comme le sont les questions du logement et la question de la solidarité. On a eu à un moment donné un mouvement un peu, un élan qui visait à essayer de se dire, on a une quinzaine de familles, on se met tous derrière et puis on voit comment est-ce qu'on peut construire en améliorant d'abord les conditions de vie sur le site et puis en essayant de construire une solution de sortie. Bon, que vous dire? Nous, on en est très fâchés, on en a été très fâchés de devoir distribuer des sous en urgence et de devoir les reprendre. Pour autant, quelquefois, les choses, elles ne se croisent pas à un moment donné, et ce n'est pas pour autant que la Fondation Abbé Pierre, elle détourne son chemin en se disant on reprend nos clics et nos claques, on ne discutera plus avec la métro, on ne discutera plus avec la ville de Fontaine. L'enjeu, c'est à partir d'une situation un peu complexe comme ça, où on a des enjeux et des inquiétudes qui sont très complexes. On a une dimension de gens qui vivent dans des situations d'insalubrité très fortes. Il faut que j'aille plus vite. Oui. C'est un peu difficile du coup. Donc on a des personnes quand même qui vivent dans des situations d'insalubrité fortes, et puis un enjeu de trouver comment est-ce que la puissance publique elle peut trouver une place dans la résorption des bidonvilles. Donc, pour terminer, parce qu'effectivement on va peut-être poser d'autres questions. Moi, j'ai envie de dire que sur ce terrain-là, à ma connaissance, pour être en lien avec l'association Rome Action, on a encore des choses à trouver. On n'y est pas arrivé sur ce coup-là, mais on a un enjeu à trouver à partir de cette forme particulière qui part des habitants, qui part des bénévoles et qui part de l'association, des associations avec un lien politique. On a encore beaucoup de choses à faire. À la Fondation Abbé Pierre, on n'a pas tout à fait dit notre dernier mot et on en discute de toute façon en ce moment avec la métro et d'autres associations pour intervenir sur ces questions de résorption des bidonvilles. Merci beaucoup. Je vais vous demander de répondre très vite, parce que sinon on ne pourra pas faire le tour des tables. C'est un sujet évidemment très très important, mais on sort un peu quand même de la question du PLUI, mais pas complètement. Mais je réponds, je vais répondre. J'ai dit c'est un sujet qui est très important. Le projet n'a pas pu aboutir, le projet donc porté entre autres par la Fondation Abbé Pierre n'a pas pu aboutir sur ce terrain. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des questions de sécurité qui se posaient, et surtout parce que c'est un terrain qui n'est pas pérenne. C'est un terrain qui fait partie d'une ZAC sur lequel il va y avoir des constructions de logements et de logements sociaux. Et en matière d'hébergement, ce qu'on a identifié, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes, 3500 personnes sur cet agglo qui sont sans logement personnel. On a besoin, pas forcément de développer beaucoup l'hébergement, on a besoin surtout de développer les logements. Et les logements très sociaux, parce que l'hébergement, c'est qu'une solution provisoire pour un grand nombre de personnes. Elles demandent un vrai logement. Et il faut essentiellement qu'on travaille au développement de logements très sociaux. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le PLH, on a aussi prévu un dispositif d'hébergement d'insertion avec un terrain comme le village du Rondeau, et des mini-terrains et des logements dans le diffus. Et donc, un objectif du PLUI, c'est d'identifier des terrains pour installer ces villages d'insertion qui sont indispensables et qui fonctionnent bien. D'ailleurs, en ce qui concerne les personnes de Courtade, il y a déjà 2 familles qui sont parties dans un village d'insertion. Donc voilà, on travaille aussi pour résoudre la question de ces personnes, effectivement, qui sont dans une situation absolument intenable et insupportable. On va poursuivre le débat. Merci beaucoup pour vos réponses. Je vous propose d'écouter la question suivante. Jacques Roy, on n'en pose qu'une, puisqu'on en a 3 là. Hein, une, et puis on reviendra à vous après. Bon. Alors je vous demande de faire bref, et pareil pour les intervenants, il faut qu'on prenne un rythme un peu plus Mais je vais être beaucoup plus bref que vous. Acceptabilité de la densité, 2 points. Quelle contrepartie pour les habitants ?
Ah, ça va être difficile de répondre brièvement. C'est pour ça qu'il y a la question est posée. Hein. Qui veut répondre à cette question? Monsieur Rollet. C'est effectivement une question de fond sur comment on aménage un territoire. Si on décide de mettre dans un même périmètre plus de gens pour réduire l'impact sur les terres agricoles et pour réduire les transports, il faut effectivement trouver de quoi permettre aux gens de vivre mieux à l'endroit où ils sont. Pour moi, je pense que ça se traduit sur les espaces publics, sur les transports en commun et la facilité de pouvoir se déplacer pour aller vivre ou profiter d'autres espaces dans la ville. Ça, c'est à l'échelle urbaine. J'en oublie certainement certains éléments, mais mon collègue géographe rajoutera. Et puis au niveau des logements, ça veut dire des espaces intermédiaires, la capacité de pouvoir vivre dans quelque chose qui paraît plus grand que ça n'est réellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un logement, c'est en moyenne 60 à 65 mètres carrés, en moyenne. Hein. Et il est indispensable que les gens puissent disposer, pour pouvoir vivre dans un espace plus dense, de terrasses, de prolongements extérieurs, de loggias, de jardins partagés, d'espaces communs qu'ils puissent mutualiser et qu'ils ne puissent pas se sentir enfermés dans une cellule d'habitation. Merci, Monsieur Rollet. Une question sur ma gauche. Je voulais juste peut-être ajouter un petit quelque chose par rapport à la question qui avait été posée. Pardon, excusez-moi. Ouais, parce qu'on a dit qu'on allait répondre à deux. Oui, par rapport à, alors c'est compliqué de répondre sur cette question acceptabilité, donc densité. Alors on sait très bien que dans tous les projets qui visent à améliorer sur le plan énergétique le fonctionnement des villes, la réponse c'est densité. Mais la densité, elle est aussi très fréquemment un peu refusée par les populations. Trop de densité, bétonnage, etc. Et donc il faut qu'il y ait des avantages aussi à cette forme de densification. Et donc les équipements, les services sont indispensables. L'accès aux aménités urbaines sont indispensables. Donc c'est pas uniquement la fonction résidentielle, mais qu'il faut aussi qu'il y ait les autres fonctions qui aillent avec ces espaces urbains et des espaces récréatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne peut pas être des espaces verts en périphérie et de la densité intra-urbaine. Il faut que les espaces, me semble-t-il, que les espaces verts ou bleu, vert ou bleu, mais donc dans la configuration de Grenoble, les espaces bleus sont très présents, soient rendus accessibles aux populations pour qu'il y ait, entre guillemets, des contreparties à ce qui peut apparaître comme peut-être une forme de contrainte de densité. Madame Rueff, pour conclure les questions. Pour compléter, enfin, il a été répondu sur la question des espaces. Et effectivement, plus c'est dense, plus il faut qu'il y ait d'espace, en tout cas, à disposition. Je dirais que ça passe aussi sur les logements par un travail très particulier sur la qualité des logements également. Et notamment parce que ce qui est le moins acceptable, c'est évidemment d'habiter chez le voisin, ou plutôt que le voisin habite chez vous. Et donc ça pose toutes les questions autour de l'isolation phonique, de tout ce qui permet effectivement de se sentir vraiment chez soi. Et je pense que la densité est quand même beaucoup plus acceptable à ce prix. C'est quand on habite chez soi plutôt que chez le voisin. Alors on va continuer sur la liste des questions. J'imagine qu'il y aura des questions sur la Villeneuve qui vont arriver. Donc Nils, une autre question. Oui, bonsoir. Cette question comporte 3 constats. Déjà, là, un décalage entre la parole et la réalisation du terrain quand on voit. Alors, ça veut dire aussi le décalage entre le permis de construire et ce qui est réalisé, et les rapports entre les décideurs et les promoteurs et les habitations et les habitants. Surtout dans le privé. Parce qu'effectivement, monsieur nous parle des espaces publics. Oui, certes, mais les espaces publics, il faut les financer par les communes ou par les collectivités locales. Et dans des programmes de renouvellement, on se retrouve énormément confronté à des projets d'ordre privé et qui ne respectent pas forcément... Alors, déjà, il y a le respect entre la cohérence entre le permis de construire et la réalisation. Et puis, il y a surtout aussi un urbanisme à la parcelle qui ne s'occupe pas du tout de savoir les polarités autour, les écoles, les circulations. Et donc, une vision un peu d'architecte, comme vous nous avez proposé. Il s'agirait aussi de faire un peu d'urbanisme de quartier
et d'intégration de tous ces, essentiellement dans les programmes de rénovation, de l'intégration de ces projets dans l'existant. Et ça amènerait certainement une meilleure solidarité aussi entre les habitants. Donc je vous questionne, puisque par rapport à ce problème d'intégration, quels sont les moyens et des rapports entre les projets du privé? Comment peut-on les astreindre à s'intégrer dans un urbanisme de projet? Est-ce que quelqu'un qui veut prendre... Excusez-moi, il y a autre chose autour de cette table qui était l'incroyable écart entre les belles paroles et les réalisations. Et ça, c'est vraiment Oui, je pense qu'on a bien compris le dessous des cartes, Monsieur Loriot. Qui veut prendre cette question qui veut prendre la parole? Je vais répondre de manière un petit peu générale, mais sur le premier aspect, sur la question temporalité, le décalage entre les magnifiques projets et la réalisation, je pense que c'est partout que l'on voit ce genre de choses, parce qu'il y a des rythmes, des rythmes de construction, des rythmes de développement des infrastructures qui peuvent poser problème. Et donc là, je dirais, j'aurais tendance à me retourner vers ma voisine pour savoir comment les acteurs publics prennent en compte ces différences de temporalité. Sur l'autre aspect, sur ce que vous indiquez, l'habitat et le logement, je dirais que c'est des problématiques qui aujourd'hui sont complètement intégrées partout, c'est-à-dire au niveau des formations d'architectes d'urbanisme. Je pense qu'on ne peut plus être uniquement architecte, on est aussi urbaniste, et donc on doit intégrer les différentes échelles dans la ville. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement l'îlot, le quartier, mais comment l'îlot, le quartier s'articule à un peu plus, et comment ce un peu plus s'articule à l'agglomération. Donc on doit raisonner à différents types d'échelles. Ça, c'est le principe. Maintenant, le passage du principe à la réalité, je ne vais pas répondre tout de suite. Mais sur le principe, oui, évidemment, il faut intégrer ces différentes échelles. Et là où les promoteurs privés imposent, alors c'est déjà le permis de construire, il est déjà minimaliste. En plus, ce qui est réalisé, il y a la moitié de ce qui était prévu de planter qui l'est réellement. Enfin voilà, il y a un vrai problème. Donc est-ce qu'il faut faire des OAP pour imposer à ce que ces gens qui ont des projets sur des parcelles pas très éloignées parlent ensemble et fassent quelque chose de global? C'est un vrai problème. Il me semble que c'est un vrai enjeu du PLUI, hein, puisque là, actuellement, on travaille sur un PLUI, sur 49 communes qui avaient pour les unes des PLU, pour les autres encore des POS. Donc, tout un travail à faire pour avoir un PLUI qui ait des règles claires sur lesquelles on ne puisse pas tricher. Il me semble qu'il y a des enjeux d'avoir à la fois des règlements d'urbanisme précis, et qui puissent ensuite être respectés, qui puissent ensuite être contrôlés en réalisation. On sait tous très bien qu'il existe des cas de PLU avec des règles qui permettent de refuser des fois les permis de logements sociaux, par exemple, ou de faire des recours qui font que ça ne se construit pas. Donc à nous de travailler là-dessus. Ensuite, sur la densité, sur la façon de travailler autrement qu'à la parcelle, je pense qu'il y a des réflexions qui sont très intéressantes et qui avancent sur à la fois ce travail bien sûr global au niveau du quartier, mais d'aller travailler sur les espaces publics. Et c'est toutes les réflexions, tout le travail qu'on a au niveau de la métropole. On n'est plus sur la voirie, on est vraiment sur les espaces publics, la voirie avec les espaces piétons, avec les parcs, etc. Comment tout ça c'est vivable, comment tout ça c'est végétalisé, comment tout ça c'est habité, occupé à toute heure du jour et de la nuit aussi, pour améliorer la sécurité, pour améliorer la vie tout simplement dans tous les quartiers. Et c'est aussi la question des espaces intermédiaires. Comment est-ce qu'on pourra aussi travailler sur le PLUI, sur les espaces intermédiaires entre le logement et l'espace public? Est-ce qu'on doit forcément avoir des barrières? Est-ce qu'on doit s'enfermer? Ce qui sécurise peut-être quand on est à l'intérieur, mais qui fait que dans la rue, on se sent seul et on ne voit rien ce qui se passe dans les cours, même si à l'intérieur des parcelles, il y a des magnifiques espaces verts, des beaux arbres. Voilà, c'est toute cette question aussi sur lesquelles tout est ouvert pour qu'on puisse travailler là-dessus dans le PLUI. Je vous remercie beaucoup. Nous allons prendre la question suivante. Oui, alors nous, on avait une toute petite remarque sur la question précédente et on ne voulait pas la poser comme question parce que la question a déjà été traitée. D'ailleurs, il y a plusieurs de nos questions qui ont déjà été traitées.
C'était simplement pour l'hébergement d'urgence, on voulait juste rajouter quel rôle du département, de l'État, quel lien de la métro avec le département et l'État pour assurer la situation. Ah, j'ai bien dit. Mais notre question à nous, c'était quelle est l'éventualité du développement des logements modulables? Comment gérer les conséquences réglementaires? Par exemple, s'il y a un 3 pièces, tout au long de la vie, on change, on veut vivre dans plus petit, on pourrait avoir une pièce dont on sépare ou qu'on loue ou qu'on n'utilise plus. Si c'est un logement social, on paye moins cher. Si c'est un logement privé, on le laisse. Du coup, on occupe mieux le terrain. Par contre, pour les parkings, on se posait la question, le 3 pièces qui devient un 2 pièces, une pièce, le PLU, s'il ne le prévoit pas, ça ne peut pas être possible. Or, ça correspond bien au vieillissement de la population, 4 pièces, 3 pièces, 2 pièces, enfin bon, logement modulable. Logement modulable, vous voulez parler des parcours résidentiels, le fait de changer? Non, si le logement est prévu pour être modulable, c'est pour pouvoir... Ah, c'est-à-dire les modifications de la typologie des logements, de travaux Même prévu au départ, hein, une personne âgée qui a besoin de quelqu'un pour la garder, un étudiant qui... Qu'elle puisse moduler, en fait, la typologie de logement. Monsieur Rollet, je vous laisse répondre à cette question. Alors, la question du logement modulable est un sujet qui a émergé au moins dans les années 70, auquel on a répondu avec des cloisons mobiles qui sont une vraie catastrophe parce que ça n'a jamais permis de moduler rien du tout, parce que la cloison mobile, une fois posée, elle est mise dans une situation et puis elle ne bouge plus. Et c'est pas tant du côté de la conception la concession des espaces, oui. Les systèmes constructifs, certainement aussi. Mais ce n'est pas tant de ce côté-là que sur les modes d'habiter et sur la question des cohabitations, des colocations et de l'organisation même de l'utilisation des espaces. Et on voit apparaître aujourd'hui, qui sont certainement des pistes de comment on s'organise pour vivre à différentes périodes de la vie, qui sont sur... la manière dont les gens mutualisent et se mettent ensemble ou partagent les choses à différents moments. Et je pense que c'est un mouvement de fond et c'est un mouvement important, notamment chez les jeunes qui ne trouvent pas forcément accès au logement directement par la propriété. En tout cas, c'est difficile pour eux de rentrer sur le marché actuellement, voire impossible. Et donc, ils se mettent à plusieurs. Et donc, il y a des habitudes qui se développent. La question vraiment pointue sur laquelle il faut qu'on travaille très fortement, et il y a plusieurs personnes qui y travaillent, c'est la question effectivement des personnes âgées. Le vieillissement de la population va nous amener à une réorganisation même des espaces dont nous avons l'habitude. Et je pense qu'on n'a pas encore vu les solutions. On a quelques solutions chez certains promoteurs qui proposent par exemple chez ICAD le biome, qui est une maison, un appartement avec une pièce en plus qui peut être loué ou qui peut devenir un studio pour un ado ou alors qui peut devenir un logement pour une personne âgée qui vient rejoindre sa famille. Mais c'est embryonnaire cette question-là. Et je pense que c'est un sujet de recherche sur lequel il faut que tout le monde se penche et qu'il y ait une demande très forte de ce côté-là. Et je ne pense pas que la solution soit dans la modularité du logement en tant que système constructif. Elle est plus dans l'organisation sociale et du coup peut-être des appartements plus grands, qu'on puisse habiter à plusieurs et qui soient transformables par différentes personnes. Je vais demander peut-être à Isabelle Rueff de poursuivre, de compléter cette réponse, puisque l'OPAC 38 travaille depuis un moment sur la question de la diversification de l'habitat à partir des usages. Je dirais même chose que je crois modérément au logement modulable, ou en tout cas une réponse technique à la question de la modularité du logement. Et donc, je pense qu'il faut qu'on poursuive d'autres pistes. Alors, clairement, sur la question il y a évidemment tout ce qu'on peut prévoir en termes de parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'au moment où le logement n'est vraiment plus adapté à la personne, est-ce qu'on est en capacité de lui proposer autre chose? Deuxièmement, c'est évidemment de ne jamais s'interdire de travailler sur toutes les
possibilité d'adaptation du logement lui-même, d'accessibilité du logement. Et c'est vrai qu'il y a une grosse partie de notre politique et de nos investissements qui sont tournés vers ça, hein, adaptation du logement, accessibilité du logement, et donc des programmes assez importants qui sont dédiés à ça. Et puis je dirais qu'il y a quand même quelque chose qui est posé autour de la règle de droit, et donc peut-être aussi d'adaptation de la règle de droit. Alors là, je parle en tant que bailleur social. Théoriquement, on est soumis à un certain nombre de règles, c'est-à-dire vous avez telle composition familiale et donc vous avez droit à telle catégorie de logement. Il y a un moment où si on veut construire autour de la personne, il faut en effet trouver des souplesses dans cette règle, se dire qu'après tout, là encore, je viens de la région parisienne. La région parisienne, on a un manque dramatique de grands logements. Donc de ce point de vue-là, la sous-occupation d'un logement, c'est un scandale, puisque effectivement, on a des gens qui sont en suroccupation à côté. Dans un département ou dans une agglomération où finalement on a plutôt beaucoup de grands logements, est-ce que la sous-occupation est un problème? Est-ce qu'il faut absolument dire à quelqu'un, tiens, et là je parle en tant que bailleur social, vous êtes tout seul, vous n'avez pas droit à un 3 pièces ou à un 4 pièces? À la limite, la vraie question qui est posée, c'est celle de la solvabilité. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème de sous-occupation en tant que telle. Et donc je crois qu'il faut quand même qu'on raisonne aussi autour de souplesse sur la règle de droit, et qu'on se dit que tant que ça ne crée pas un préjudice à quelqu'un d'autre, tant que ça ne prive pas quelqu'un d'autre de l'accès, quel est le problème de laisser un logement un peu plus grand? Voilà. Donc je crois qu'il faut aussi raisonner comme ça, en disant plutôt que changeons le logement, adaptons la règle de droit, ajustons, soyons agiles. Je vous remercie beaucoup. Alors pour information, cette conférence débat est filmée et elle sera retransmise en différé pour que les gens qui n'ont pas pu venir ce soir puissent s'alimenter des débats qui ont eu tout au cours de la soirée. On va prendre la question suivante. Ah. Oui, si tout le monde posez une question à la fois pour l'équité de répartition de la parole, s'il vous plaît. Je vais donc répondre sur la question de l'hébergement d'urgence rapidement. Et, je le redis, on sort de la question du PLUI et on a l'occasion de discuter de cette question très souvent avec un grand nombre de personnes qui sont ici, mais ça ne fait rien, il faut le redire. Il faut le redire. L'hébergement d'urgence est une compétence de l'État et il nous semble normal que l'État assume la compétence d'hébergement d'urgence, et en particulier parce que c'est l'État qui gère l'accueil et la question des demandeurs d'asile et des réfugiés, entre autres, qui en est responsable et qui l'organise à l'échelle du territoire. Et il me semble que c'est assez logique que pour des raisons de solidarité, ça soit géré par l'État et pas par une collectivité ou par l'autre, avec des politiques qui seront différentes, qui pourront être plus ou moins solidaires selon la volonté des collectivités. Le département, là-dedans, a des compétences sur les enfants, en particulier sur les familles. C'est plus particulier. La métropole, elle, a pris la compétence hébergement d'insertion. Je termine et puis vous pourrez je termine. La métropole a des compétences d'hébergement d'insertion et elle les assume, et je l'ai dit à propos du PLH tout à l'heure, elle entend les développer ses moyens, puisqu'actuellement il y a des appartements et des maisons donc dans le diffus qui permettent d'accueillir des ménages qui sont en insertion, qui sont accompagnés et qui restent en moyenne 18 mois et qui ensuite peuvent accéder à un logement normal, un logement social, parce qu'ils ont accès en même temps à l'emploi, parce qu'ils ont été accompagnés à l'apprentissage du français et à aller vers l'emploi, etc. Donc ça fonctionne, et l'objectif c'est bien de développer cela, et ça fonctionne avec donc à la fois des logements dans le diffus, un village pour développer, continuer celui qui existe au Rondeau, mais d'autres aussi, d'autres mini-terrains d'insertion. Et ce que je veux dire aussi, ça avance, c'est en cours, c'est toujours trop long, parce qu'effectivement, pendant ce temps, il y a des personnes à la rue, mais ce sont des choses qui avancent et qui se développent. Par ailleurs, certaines communes ont des actions de mise à l'abri bien au-delà de leurs compétences communales, et la commune de Grenoble, par exemple,
a ouvert des dizaines, a développé multiplié par 3 le nombre de places de mise à l'abri au-delà de ses compétences et avec des financements qui, du coup, sont utilisés là et pas ailleurs, alors qu'il y a d'autres besoins. Donc voilà ce qui peut être fait. Si toutes les communes travailler là-dessus, si toutes les communes faisaient un effort, si tout le monde faisait un effort, si tout le monde avançait, et j'espère qu'on pourra avancer avec toutes les associations, tous les habitants, on pourrait arriver à sortir de cette situation, tous ensemble. Mais voilà, il se trouve que toutes les communes et tout le monde ne prend pas sa part de ce travail. Je pense que je pense qu'on a bien entendu. Je vous remercie. Cependant, il me semble que ça va être compliqué pour Madame Garnier de vous répondre là maintenant. Par contre, j'imagine qu'elle a bien entendu votre invective et je vous propose de poursuivre la discussion avec elle après. Je pense que... Oui, mais ce n'est pas uniquement le sujet, donc je vais devoir passer à l'autre... une question suivante, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez poser votre question, je vous remercie. Bonsoir. Alors, notre question, donc, c'est comment attirer d'autres ménages dans les quartiers pour plus de diversité? Et elle s'adresse notamment à M. Despont et aussi à... Dans quel sens dans des quartiers plus pauvres d'attirer des... Dans les deux sens. Dans les deux sens, voilà. Donc effectivement, alors, ça c'est une problématique que l'on trouve. Juste une chose, je voulais rajouter un tout petit élément, mais vraiment une toute petite remarque par rapport au débat qui a eu lieu avant, la question qui a été posée avant. Après, je vais essayer de répondre à ces questions-là. Il me semble que la question de la taille des logements et la question des ménages, ça pose d'une manière beaucoup plus générale la question de l'adaptation de l'offre au parcours résidentiel, enfin au parcours de vie et au cycle de vie. Bon, comment on s'insère quand on est jeune dans le marché du logement, comment les familles peuvent trouver des réponses à leurs besoins dans le marché du logement, est-ce qu'il y a des phénomènes excluants qui peuvent apparaître, et puis aussi comment on vieillit dans le parc de logements existant avec un certain nombre de problèmes qui peuvent apparaître. Voilà, donc il me semble que ça posait cette question de la relation logement et cycle de vie. Donc maintenant, pour répondre à votre question, alors on connaît les réponses un peu officielles, objectif mixité sociale, loi SRU décembre 2000, la loi LRU qui vient par la suite, la loi Allure qui vient par la suite de 2014 et qui reprend les objectifs. Donc c'est du logement social, 20% initialement, 25% par la suite. Bon, alors dans la région parisienne c'est 1500 et ici à Grenoble c'est 3500 habitants. Il y a un sens dans lequel ça marche plutôt pas trop mal, c'est d'avoir dans des quartiers qui sont très populaires, où il y a eu des opérations de rénovation urbaine importantes, avec un parc locatif qui était particulièrement important, qui peut être très, pour des catégories vraiment d'insertion, enfin, parc locatif d'insertion. Et donc là, il y a des opérations d'accession à la propriété qui permettent, alors on observe ça dans un certain nombre de communes franciliennes, mais j'imagine que lyonnaises et grenobloises, ça fonctionne à peu près avec les mêmes logiques. Donc on réussit à avoir des produits, entre guillemets, qui peuvent capter ces populations. Dans l'autre sens, ça fonctionne aussi, c'est-à-dire dans les communes qui sont plus déficitaires. Alors dans la région Île-de-France, il y a des communes qui sont très très déficitaires. Il y en a certaines qui n'avaient quasiment pas de logements sociaux. Alors, on prend toujours l'exemple de Meneuilly-sur-Seine, Maison-Alfort ou d'autres. Bon, il y en a pas mal d'autres. Mais ça, c'est la Fondation Abbé Pierre qui fait le travail tous les 2 ans pour revoir les bons élèves ou les mauvais élèves par rapport à la loi SRU ou à la loi Allure. Dans l'autre sens, ça fonctionne, mais ça pose toujours un certain nombre de problèmes,
puisque les logements sociaux débouchent très fréquemment, pas systématiquement, mais très fréquemment sur des formes de mobilisation. Alors en notant juste, puisque vous avez quand même abordé le sujet tout à l'heure, ça dépend aussi de ce qu'on appelle logements sociaux, et les logements sociaux pour classe moyenne, qui des fois posent un peu moins de problèmes, et les logements sociaux, quand je dis moins de problèmes pour les populations résidentes, débouchent en moins de mobilisation, et les logements sociaux, beaucoup plus d'insertion, qui débouchent fréquemment sur des mobilisations. Alors maintenant, ce qui est très gênant dans ces histoires-là, mais je pense qu'il y a d'autres questions qui vont arriver par la suite sur ces thématiques-là, c'est une image qui est toujours extrêmement négative. Le logement social, c'est toujours un peu le ghetto, c'est les grandes barres. Ça n'existe plus aucun architecte ne produit des choses comme ça depuis une trentaine d'années. Mais on a encore ces images-là. Et voilà. Si, il y en a encore ? Non, on n'est pas responsable de ça. Oh non, enfin. Oui, bon, mais après, il faut y avoir un choix. Voilà. Mais donc c'est très compliqué, mais c'est plus compliqué dans un sens que dans l'autre. Alors, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Merci beaucoup. Oui, Isabelle Bref, souhaitez-vous compléter ? Non, je crois que là aussi, dans la question qui est posée sur la mixité, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Il y a un certain nombre de choses qui sont liées aux politiques d'attribution de logement. Si dans la présentation, on a dit qu'on s'occupait beaucoup de location active, c'est qu'il nous semble que c'est sans doute la meilleure façon de faire de la mixité, c'est-à-dire de laisser choisir les gens l'endroit où ils souhaitent aller. Donc la location active, qu'est-ce que c'est ? C'est que dans un système d'attribution classique administré de logement social, c'est vous avez besoin d'un logement, vous inscrivez comme demandeur et puis vous attendez qu'on vous appelle un jour pour vous proposer un logement. Globalement, ça ne marche pas. Au bout, vous allez refuser le logement. Et donc, comme vous avez refusé, on va vous punir en vous remettant en fin de la file. Voilà. La location active, c'est un système complètement différent de rapprochement de l'offre et de la demande de logement, où en gros, on rend visibles nos offres en les publiant sur Internet, et où c'est le demandeur qui va aller chercher lui-même son logement. Ça marche pour l'attribution, ça marche pour la mutation de logement également. Là où c'est expérimenté, j'ai aperçu tout à l'heure Échirol, on se rend compte que ça fonctionne très bien, que globalement, on a beaucoup moins de refus sur les logements, qu'on a des gens plus satisfaits et que ça répond complètement aux exigences de mixité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que les plus pauvres vont forcément aller avec les plus pauvres, que les plus riches vont forcément aller avec les plus riches. Simplement, on a joué sur leur désir au lieu de jouer sur des réseaux qu'on ne connaît pas forcément, mais en gros, je veux être à côté de ma mère parce qu'elle va pouvoir s'occuper de mes enfants, ou alors je veux surtout pas habiter à côté de ma mère parce que une fois de temps en temps, il faudrait qu'elle me lâche les baskets. Tout ça, en fait, les gens, ils décident, ils se déterminent eux-mêmes, et c'est un système qui fonctionne beaucoup mieux et qui est beaucoup plus propice à la mixité. Deuxième chose, je crois qu'il ne faut pas s'interdire de réfléchir à la question des loyers. Alors, on en a fait, dans le cadre de la loi égalité-citoyenneté, il y a une invitation à travailler sur la question des loyers pour favoriser cette mixité. Je crois que c'est un outil comme un autre. Il ne faut surtout pas penser que c'est le seul outil, mais pourquoi pas expérimenter là aussi des loyers un peu plus adaptés en fonction des personnes, quand on veut attirer quelqu'un à un endroit ou au contraire l'attirer à un autre. Donc là aussi, c'est la question du loyer. Et puis, je crois qu'il ne faut aussi pas hésiter au travers de ce qu'on appelle la vente HLM, de favoriser, ça a été évoqué, l'accession sociale. Alors, c'est l'accession sociale dans le neuf. J'ai vu aussi un certain nombre de producteurs d'habitat, d'accession sociale qui sont là. Voilà. Mais il y a aussi l'accession sociale dans l'ancien, c'est-à-dire c'est la vente HLM, et donc vendre le logement aussi à un locataire ou vendre à un certain nombre d'accédants, l'accession sociale dans l'ancien, ça fonctionne aussi pour attirer, pour faire de la mixité. Véronique Gillet, vous vouliez conclure cette question rapidement, s'il vous plaît ? Oui, parce Merci. Que c'est vrai que c'est une question qui est intéressante parce qu'elle a plusieurs facettes. Alors, effectivement, derrière la question de la mixité sociale, il y a un aspect d'offre, parce qu'à un moment donné, si on en est venu à bloquer sur cet aspect de zone qui concentrait davantage de critères liés à la pauvreté économique, à des phénomènes un peu de retour de déterminisme très fort, c'est qu'on a eu au départ effectivement une question d'offre. Donc là, je rejoins un peu ce qui a été dit, c'est que c'est quand même pas par hasard si à un moment donné, on a eu un certain nombre de ménages très en difficulté ou qui concentraient
qui partageaient en tout cas une communauté de vie ou des ressources assez faibles aux endroits où le logement était le moins cher. Donc on a une véritable question, c'est qu'à un moment donné, la mixité, c'est pas qu'un aspect de comment on va répartir les gens et comment on va se répartir les gens, c'est comment à un moment donné, on permet de maintenir une production de centre-ville, une production diffuse. On a besoin de réponses de masse. Aujourd'hui, les enjeux du mal logement font qu'on est obligé d'avoir une réponse de masse. Vous connaissez les chiffres du nombre de mal logés. Après, le mal logement ne veut pas forcément dire production ex nihilo d'un nouveau logement, ou en tout cas, on peut repenser des formes aussi, là aussi, sur la modularité. Il y a des choses à inventer. Quand on a un foncier trop cher, pour penser des choses qui, à un moment donné, sont du logement social et qui transitent 10 ans sur un terrain. On a des expérimentations comme ça qu'on a soutenues à Ivry, qu'on a soutenues en région lyonnaise. Il y a une question, effectivement, je trouve, vous l'avez souligné, de politique d'attribution, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi une autre question, c'est qu'on envisage toujours la mixité sociale d'un point de vue de là où on est. On a un poste d'observation, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait aussi, qu'est-ce qu'on propose comme projet pour rendre ces territoires dont on pense qu'il faut revoir la question de la mixité sociale, attractif. Comment on fait pour lutter contre des taux de chômage excessifs? Comment on fait quand on a des services publics qui ont disparu pour les recomposer? Comment on fait pour, à un moment donné, repenser une attractivité de ces territoires avec des modes de transport, avec de l'emploi, avec de la vie aussi de quartiers et d'habitants? Comment on fait pour se refonder aussi sur des logiques d'habitants, pas uniquement sur des entrées de difficultés, mais aussi sur ce que les gens sont capables d'agir et de mettre au travail dans ces enjeux-là. Donc moi, il me semble que la question de la mixité, on arrivera à la dépasser aussi en essayant de repenser un peu l'ensemble des questions d'attractivité aussi. Merci beaucoup. Nous allons prendre la question suivante. Je vous remercie, madame. Voilà. Alors, comment requalifier des locaux de grande emprise au sol, comme les grandes surfaces Carrefour, etc., de manière à pouvoir densifier dans ces endroits qui sont très peu denses, en construisant des logements au-dessus? Alors, il me semble que... Vous avez compris? C'est clair ou pas clair? Est-ce que... Peut-on envisager de construire ce que j'appelle les boîtes à chaussures, qui sont des grandes surfaces qui tiennent beaucoup de place et qui sont qu'un seul rez-de-chaussée, voire peut-être un étage? Voilà. Et la densification, l'insertion de l'habitat dans les zones commerciales. Dans les zones commerciales, de façon... parce qu'il y a des quartiers qui sont déjà bien denses et les gens ne veulent plus, on vient d'en parler. C'est votre tour de la patate chaude. Voilà. Et là, ça serait bien de mettre des habitants près des commerces également et mélanger l'économique et l'habitat. J'imagine qu'il faudrait que Carrefour se transforme en promoteur. Mais... Oui, j'ai bien compris que c'est un exemple, mais bon, je réponds un exemple par un exemple. Je pense que derrière votre question, il y a la question qui est aussi un écho de ce qui se disait auparavant, qui est la rémanence du zoning. C'est-à-dire qu'en fait, on a pensé des décennies en disant ici on travaille, ici on produit, ici on habite, puis on fait tourner les gens. Et on va pour consommer, évidemment, parce qu'il faut se ravitailler. Bon, on voit quand même, par rapport à ces grands centres d'approvisionnement, en tout cas, je parle pour la région parisienne où j'habite, une dédensification de ça. C'est-à-dire le commerce de proximité est en train de revenir très fort. Hein. Les Dailymonop, les petits commerces de quartier sont en train de revenir. Et donc les grandes surfaces se posent le problème de ce qu'elles vont faire de ces grands espaces. Alors oui, on pourrait construire des logements dessus, certainement. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément, en tout cas autour, c'est certain, mais pour ces grands espaces qui sont à repenser et qu'on veut recycler intelligemment, il y a plusieurs autres options. Notamment celle d'en faire des lieux de production d'énergie qui seraient très efficaces, parce que c'est là aussi qu'on consomme beaucoup d'énergie. Et sur ces grandes surfaces libres, ce que la loi de juillet 2016 vient de permettre, eh bien, on peut transformer ces lieux-là, qui sont des lieux de consommation, en des lieux de production aussi. On peut aussi imaginer qu'on y ramène du travail et des lieux de
de fabrication. Parce que dans la question du zoning, quand on a séparé tout, on a éloigné le travail. Et il y a des tissus urbains où on est capable à la fois de vivre et travailler sur place, en étudiant très fortement la question des proximités, et notamment, Madame Reff parlait de la question de l'acoustique et des nuisances qui seraient là à ce moment-là à examiner de manière extrêmement précise. On peut refabriquer des tissus où on vit et on travaille sur place, où on a moins à se déplacer. Moi, j'habite dans le Faubourg Saint-Antoine, à Paris. C'était le lieu où tous les ébénistes fabriquaient des meubles. Aujourd'hui, il n'y a plus un ébéniste parce qu'on les a virés, sont remplacés par des lofts ou par des magasins de vêtements. Mais la question de où est-ce qu'on travaille, parce que c'est notre problème de fond quand même, c'est le problème que les gens aient du boulot et qu'ils puissent vivre à l'endroit où ils travaillent le plus possible, ou en tout cas juste à proximité. Donc c'est autour de ces raisonnements-là, je pense qu'il faudrait s'orienter. Et dernier point que je voulais souligner, c'est qu'on a des expériences dans d'autres pays où ce genre de grandes surfaces ont aussi été transformées en lieux de production agricole. Notamment les grandes toitures de certains de ces centres commerciaux ont été transformées en lieux d'agriculture urbaine, en développant des serres, en développant des dispositifs qui permettent de produire de la nourriture en un lieu où d'habitude on vient l'acheter et où elle est livrée par camion. Donc il y a tout un tas de pistes. Je ne sais pas si les solutions sont encore au point chez nous, mais c'est certain qu'il y a des pistes de réflexion fortes là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour cette réponse. Bon, je me plie au cadre donc, du format là, de la conférence. Donc je pose la question de notre groupe. Est-il possible d'arriver techniquement à 25% de logements sociaux sur chaque commune donc concernée de plus de 3500 habitants ? Ben oui, c'est écrit là-dedans. PLH, téléchargeable sur le site de la métro. Alors là, c'est pour 6 ans, donc on ne va pas jusqu'à 25%, parce qu'on va pas, c'est 2017-2022. Mais c'est bien dans ce sens-là. On retrouve dans le PLH un guide de programmation par commune, avec la liste des projets, avec les fonciers qui sont identifiés, et donc avec les projets de logement. Alors, il n'y en a pas assez pour certaines communes, effectivement. Il y a une petite phrase qui dit qu'il faudra continuer à chercher des fonciers. Évidemment, c'est compliqué, mais ça rejoint un peu la discussion qu'on avait, la question précédente. Il faut bien penser maintenant sur cet agglo, arriver à penser consommation, arriver à sortir de la consommation de foncier et se dire que la grande majorité du travail doit se faire en renouvellement urbain. Donc en renouvellement urbain, c'est-à-dire soit on construit effectivement, on peut rajouter peut-être sur des toits, mais on sait que c'est compliqué. Souvent, ça passe par une démolition quand le bâtiment est un peu obsolète. Et c'est reconstruire dans la ville, soit à la place d'une usine, soit à la place de bâtiments anciens. Renouveler la ville pour, à chaque fois, produire des logements sociaux. Et c'est là où il faut qu'on décline dans le PLUI ce qui est indiqué dans le PLH, c'est-à-dire faire des petites opérations à 100% social et réserver certaines parcelles. Ça sera écrit dans le PLUI, 100% social, et on n'aura pas le droit d'y construire autre chose, sinon le permis de construire ne sera pas signé, le maire ne pourra pas le signer, ça sera illégal. Ou alors sur d'autres, comme ça se fait déjà, un pourcentage, et donc le PLH décline déjà, selon le retard de la commune en taux de logement social, est-ce qu'il faut construire 25%, 30%, 35% de logements sociaux sur cette parcelle. Donc tout ça, il va falloir continuer à le développer et indiquer dans le PLUI c'est ce qu'on appelle les servitudes de mixité sociale, donc c'est pourcentage de logements sociaux. Donc c'est une des façons de produire du logement social sur toutes les communes. L'autre façon étant de racheter des logements privés existants, de les faire acheter par des bailleurs sociaux, ou alors de garder des logements privés mais de les conventionner en logement social. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à 25% sur une commune, par exemple comme Grenoble, qui est très dense déjà, qui n'a pratiquement plus de foncier libre, mais qui travaille en renouvellement urbain et donc en transformation de logements privés aussi en social, avec
Donc l'objectif, effectivement, d'arriver à 25% en 2025, voire d'aller au-delà. Mais je cite Grenoble, mais d'autres communes aussi font bien le travail en ce sens-là. J'en profite pour vous préciser qu'en fait, dans la poursuite du travail de concertation autour du PLUI, il s'agira cette année de travailler sur des approches thématiques, bien sûr, mais aussi de retourner travailler sur les territoires pour travailler sur la philosophie de la règle d'urbanisme. Et alors, prenez bien note, tout ce que je vous dis là est indiqué sur le site participation.lametro.fr, mais sachez d'ores et déjà que 6 dates sont fixées. Donc demain à la salle des fêtes de JR, demain mercredi 17 mai, on va travailler sur le territoire nord-est. Il y aura un atelier le jeudi 15 juin à Briey-en-Gonne, un atelier à Sassenage le lundi 19 juin, un atelier à Quai-en-Chartreuse le 27 juin, un atelier sur le Grand Bassin Visillois à Volnavet-le-Haut le mardi 4 juillet, et le mardi 6 juillet à Vif. Tous ces ateliers sont toujours de 18h30 à 20h30 et vous retrouvez toutes les informations sur participation.lametro.fr. Donc il nous reste suffisamment de temps pour répondre à encore 3 questions. Alors, quelqu'un aurait-il une... Monsieur Loriot. Je vais mettre un peu de positif dans la discussion. Je crois qu'il y a un truc qu'il faut qu'on y pense, c'est à la perception qu'on a lorsqu'il y a une nouvelle construction ou lorsqu'il y a justement effectivement des projets qui sont en cours sur comment c'était avant. Alors c'est vrai que souvent on dit ouais, il y avait une villa et maintenant il y a un immeuble de 20 étages. Il y a d'autres endroits, par exemple, qui est bien connu à Grenoble, hein, c'est toute la presqu'île où il s'est construit pas mal d'immeubles. Les gens qui passent là disent oh là là, du béton, du béton, du béton, sauf qu'avant, c'était pas du béton, c'était des terrains vagues. Et ben, je préfère un peu de béton au terrain vague, surtout qu'il y aura de toute façon des espaces verts qui iront avec. Et on va retrouver la même chose de l'autre côté, du côté des fameuses 11 tours du Clos des Fleurs, où effectivement il y aura des constructions, donc des habitants, donc de la vie, et effectivement à la place de terrain vague. Donc c'est un peu le côté positif de l'utilisation quand même du peu de foncier qui reste. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un voudrait... Oui. Justement l'exemple du Clos des Fleurs tombe bien. Très souvent, et effectivement, dans les règles du PLUI, il faudra qu'on réfléchisse au pourcentage d'espaces verts, au pourcentage gardé en pleine terre sur les parcelles. Ça fait partie des règles qu'on peut imposer. Mais ce qu'on voit déjà pour les communes qui en ont imposé des règles, c'est que très souvent, quand on fait du renouvellement urbain, on produit des logements donc avec 40-50% de pleine terre, d'espaces verts, à la place d'une usine qui était en 100% imperméabilisée. Et le Clos des Fleurs, par exemple, avant d'être un terrain vague, c'était une usine 100% imperméabilisée, 100% béton et goudron de parking, etc. Donc là, je pense que quand on parle bétonisation en construction de logement, souvent on oublie cet aspect-là. De dire un petit mot. Bien sûr. Oui, il y a une chose qui est tout à fait fascinante quand on voit l'histoire de la ville, c'est la manière dont elle se réécrit sur elle-même. Et comme vous l'avez indiqué, les friches industrielles, donc c'est une crise à un moment, mais ça peut devenir une opportunité aussi, et de savoir ce que l'on peut en faire dans la région Île-de-France. Quand on prend la première couronne, par exemple, il y a un nombre de friches industrielles qui étaient des endroits, anciennes industries, etc., en crise. C'est la friche, à un moment, c'est un terrain vague, c'est un paysage urbain en déshérence. Et dessus, on construit des zéro-quartiers où il peut y avoir des opportunités aussi de les transformer en espaces verts. Donc en fait, comme la ville se réécrit sur la ville, ça offre un certain nombre d'opportunités et une friche peut devenir une opportunité. L'INSEE a indiqué que dans Grenoble, il y a 10% maintenant de logements vacants, à peu près 9500 donc, logements vacants. Et donc ce sont les derniers chiffres. Et en 2007, c'était nettement moins. Donc il y a une augmentation de la proportion de logements vacants. Donc pourquoi que ça augmente encore, malgré différentes mesures? Qu'est-ce qui gêne d'en utiliser plus de ces logements? Est-ce que ce sont des normes? Est-ce que les normes sont plus difficiles à atteindre, donc plus coûteuses?
pourquoi il n'y a pas de réquisition par les collectivités et pourquoi les collectivités territoriales ne peuvent pas décider elles-mêmes de réhabilitation de logements au lieu de, par exemple, démolition, reconstruction par rapport à l'ANRU. Oui, alors c'était une question qui a été posée dans les questions pieds dans le plat. Il y a beaucoup de logements vacants. Pourquoi est-ce qu'on doit encore construire alors qu'il y a tellement de logements vides? Est-ce que qui veut prendre cette... Bien sûr. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'il faut construire toujours autant de logements? Tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de logements? C'est parce que la taille des ménages continue à baisser. On continue à avoir de plus en plus de personnes qui vivent seules dans leur logement. Ça commence à se calmer. Il y a une baisse donc du nombre de personnes par ménage et logement. Ça commence à ça va se stabiliser, mais encore pour probablement une dizaine d'années, on continuera à avoir besoin de plus de logements pour pas forcément plus de personnes. Actuellement, il nous faut à peu près 800 logements par an sur la métro, simplement pour compenser cette baisse de la taille des ménages. Et je vous rappelle, on a besoin d'à peu près 3000 de construire à peu près 3000 logements par an par ailleurs, parce que la population augmente, parce qu'il y a des naissances, pas mal de naissances, et parce que la population aussi vieillit, donc les personnes maintenant, sans âgées, vous le savez bien, restent dans leur logement de plus en plus longtemps. Elles ne vont plus de mois en mois ou de plus en plus tard dans un foyer personnes âgées. Donc ça fait un logement qui est occupé par une seule personne. Ça correspond à ce que je disais sur la baisse de la taille des ménages. Alors pourquoi est-ce qu'il faut construire et ne pas utiliser ces logements vacants? Alors effectivement, c'est une vraie question qu'on a pris en compte dans le PLH. L'INSEE, les chiffres de l'INSEE ne sont pas très fiables parce que c'est sur la base d'enquête, pas forcément fiable. On a aussi travaillé sur des bases de logements vacants données par l'État par rapport à la taxe d'habitation. Ce n'est pas forcément très fiable non plus. En tout cas, c'est quelque chose qu'on prend vraiment en compte. C'est quelque chose qui me semble vraiment évident qu'il faut pouvoir utiliser les logements vacants en priorité, tout en construisant à côté, mais c'est une priorité. Et nous avons, au niveau de la métro, donc, lancé une étude dont nous avons eu les premiers résultats sur 3 quartiers différents pour commencer à qualifier cette vacance, vérifier si ce sont vraiment des logements vacants, qualifier et voir quels moyens d'action on peut pour réoccuper ces logements. Le premier résultat montre que la vacance est probablement beaucoup plus faible que ce qu'indiquent les fichiers de l'INSEE ou les fichiers de l'État. Mais ce qui n'empêche qu'il y en a effectivement. Et donc, dans le programme local de l'habitat, nous prévoyons un certain nombre de mesures et d'actions pour réduire la vacance. Sachant cette étude a été faite sur un quartier de Grenoble, autour du quartier de l'Aigle, sur un quartier de Fontaine et le centre ancien de la Tronche, donc 3 quartiers un petit peu différents. Sur les moyens d'action, ils sont nombreux. Ils sont le fait d'identifier ces logements vacants et d'accompagner leurs propriétaires pour les conseiller, pour qu'ils puissent les vendre ou les relouer, parce que souvent ils ont simplement besoin de conseils et d'accompagnement, ou de les accompagner éventuellement pour faire des travaux, parce qu'on peut penser qu'une bonne partie sont des logements en mauvais état, tellement mauvais état qu'ils ne trouvent pas à être loués ou vendus. Et puis sinon, ça peut être le rachat par des bailleurs sociaux, par exemple, qui vont les rénover et pouvoir les louer. La réquisition, on l'a indiqué dans le PLH, j'ai tenu à ce que ce soit indiqué dans le PLH. Pour l'instant, c'est une compétence de l'État. Ce n'est pas, contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas une compétence des collectivités locales. Il existe une possibilité, certes, pour les communes de droit de réquisition qui date de 1945, qui était adaptée à la situation de 1945, sortie de la guerre, qui n'est plus du tout juridiquement possible d'utiliser. Éventuellement, la métropole pourrait reprendre et est en train de regarder la possibilité de prendre la compétence de réquisition de l'État. Il faut savoir que ce n'est valable que pour les propriétés de personnes morales. Et ensuite, c'est seulement pour une durée courte et il faudrait que la métropole paie les travaux.
Donc vous voyez que c'est très limité, donc on est en train de l'étudier, mais ça paraît, c'est probablement pas comme ça qu'on va pouvoir loger nos 3500 personnes à la rue. Par contre, la préemption, oui, on l'utilise. La métropole a le droit de préemption et préempte régulièrement, très souvent, des biens, soit des fonciers pour reconstruire des logements, soit des appartements pour les revendre ou les mettre à disposition de bailleurs sociaux, par exemple, pour développer le logement social. Ça, on l'a pris en main, on le fait. Voilà, ça fait déjà. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez compléter? Non. On va prendre la question suivante. Du coup, il y en a une deuxième question qui revenait à notre groupe. C'est quelle concertation réelle possible sur les questions, les opérations de l'ANRU, notamment la Villeneuve. Et j'en profite pour parler de solidarité, de repas de solidarité qui a le 20 mai prochain en soirée au bas du vin de la Villeneuve. Voilà. Donc on mettra votre flyer au niveau du buffet pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. La réponse, elle est simple. La concertation, elle est en cours. C'est jamais assez pour certains habitants, effectivement. Mais il y a des maisons du projet qui ont été installées sur Grenoble et sur Échirolles. Il y a un certain nombre de réunions, d'enquêtes, de tout un travail avec des équipes. Donc voilà, nous sommes ouverts aussi en tant qu'élus à rencontrer tous les habitants qu'ils souhaitent. Nous le faisons régulièrement, très souvent, et à travailler ensemble sur ces projets. Voilà, effectivement, j'entends que pour certains, ce n'est jamais assez, peut-être parce que ça ne répond pas forcément à leurs attentes, mais nous sommes bien obligés aussi de prendre en compte les questions globales, des moyens financiers, les questions des possibilités réelles au niveau architectural, au niveau technique, et les questions des demandes de tous les habitants, et pas seulement de certains, et comment on répond aux besoins de l'ensemble des habitants, et pas seulement aussi de ceux qui s'expriment le plus fréquemment. Vous voulez compléter, Monsieur Despaux? Oui, je ne sais pas si je vais compléter, mais ce sujet m'intéresse et j'ai eu l'occasion de travailler dessus à quelques reprises. Et alors, ce n'était pas dans des opérations actuelles de l'ANRU, dans des opérations plutôt de la fin des années 2000 ou début des années 2010. Alors, les choses ont peut-être changé, puis ça dépend aussi peut-être de la manière dont les différents acteurs engagent les dynamiques de participation. Mais ce que j'avais observé, c'est que d'un côté, il y avait un objectif donc qui devait être atteint puisque l'ANRU le fixe de participation, mais que dans la réalité c'était quand même très souvent des pratiques assez descendantes dans lesquelles les acteurs locaux ou les habitants étaient assez peu entendus. Ça m'avait un petit peu étonné, alors que par la suite, quand il y avait les opérations de relogement qui étaient mises en place, il y avait de très nombreux acteurs qui se mobilisaient autour de ces opérations. Voilà. Autrement dit, je n'ai pas de réponse par rapport à cette opération-là, puisque je ne la connais pas, mais bien voir qu'il y a très souvent des attentes ou des anxiétés, des inquiétudes extrêmement fortes des populations qui vont être confrontées au relogement, et qu'on ne peut pas rester uniquement dans de la participation un peu fictive, c'est-à-dire on montre les projets, mais vraiment prendre en compte les besoins de ces populations et également les inquiétudes. Voilà. C'est assez général, et c'est plutôt par rapport à d'autres opérations, pas d'opérations grenobloises. Merci beaucoup. On a encore le temps de prendre une question. Oui, vous avez parlé d'habitat diversifié. On a parlé des très peu de personnes âgées. Donc je voulais savoir quelle est la politique des foyers logements pour les anciens dans les quartiers, parce qu'il y a quand même différents secteurs sur Grenoble. Et on n'a pas vraiment l'impression que chaque fois qu'on crée du logement social, on prévoit dans aucune infrastructure des foyers logements, puisque ces personnes arrivent à un moment, ont peut-être plus besoin effectivement d'avoir leur F5, mais aimeraient rester dans le quartier, proche peut-être de la crèche où le petit va, des enfants. Et actuellement, on est cloisonné. Les jeunes, il faut leurs appartements, mais on ne parle pas des anciens. Alors la question des parcours résidentiels, on y vient. Est-ce que peut-être Isabelle Rueff, ce que vous faites au niveau de l'OPAC 38 je vais prendre le micro, Didier. Merci beaucoup. De toute façon, dans la présentation qui a été faite tout à l'heure, c'est dire, alors,
évidemment, le logement familial classique, ça va rester notre cœur de métier. Mais à côté, il faut que justement on arrive à bien diversifier les produits pour répondre aux besoins tout simplement de la société, d'une société qui évolue. Et donc c'est vrai que, alors il y a dans les réponses aux personnes âgées, il y a évidemment toute la question de l'accessibilité et de l'adaptation des logements. Ça, je n'y reviendrai pas, mais c'est évidemment la logique de maintenir le plus longtemps possible, si elle le souhaite, évidemment, la personne dans son logement. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on aille vers des politiques justement de diversification, et donc ça peut être des foyers logements, des résidences services, ça va jusqu'à l'EHPAD, voilà. Et donc il faut évidemment prévoir toute la palette. Après, ça fait appel à des modes de financement différents. Du point de vue d'un bailleur, je vais tout vous avouer, un foyer logement, c'est quelque chose qui ne rapporte rien. Voilà, c'est-à-dire que en fait, quand on construit un foyer, en fait, on perçoit une redevance puisqu'il est géré, qui simplement rembourse le montant des emprunts qu'on a contractés pour construire. Donc c'est une opération en effet pour rendre service. Je ne dis pas qu'il faut le faire, on ne peut pas avoir toute notre activité là-dessus. Il y a une partie effectivement de ce qu'on perçoit qui va aller là-dessus parce que c'est utile, parce qu'on répond à un besoin de la société. Et puis il y a des formes un peu plus... voilà. Ces derniers temps, il y a l'intergénérationnel qui s'est beaucoup aussi développé, c'est-à-dire que d'arriver justement, plutôt que de parquer les gens dans différentes formes d'habitat, d'essayer de concevoir de l'intergénérationnel où justement on peut faire jouer de la solidarité entre les générations et où on évite de constituer des ghettos entre eux. Mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que la réponse, elle est en effet dans la diversification et de se dire qu'on a une évolution de la société, qu'il faut la suivre, avec peut-être la difficulté, je répète, de trouver les bons financements, de trouver aussi les solutions qui permettent de pérenniser ces solutions, parce qu'un foyer de logement, au bout de 20 ou 30 ans, comme un logement classique, comme un immeuble classique, il aura besoin d'être rénové. Et donc là aussi, assez dépendant, on va dire, d'un certain nombre de politiques publiques, de savoir qui va financer cette réhabilitation qu'il faut faire sur les foyers de logement. Donc là, effectivement, on est dépendant de ce que va décider de faire la métro, de ce que va décider de faire le département, puisque le département aide désormais aussi ces politiques de réhabilitation, mais évidemment très dépendant des décideurs publics. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'en gros, la durée de vie d'un logement, enfin d'un immeuble, elle est de... On va dire habituellement, quand on construit, on se dit que ça va tenir au moins 60 ans quand même. Voilà, et qu'en fait, la société, elle change beaucoup plus vite que ça. Et donc, c'est la difficulté à laquelle on est confronté, c'est-à-dire de essayer de diversifier, d'anticiper au maximum les besoins de la société, et tout en sachant que comme on construit dans la durée, de toute façon, il y a toujours un moment où ce besoin sera dépassé, où le produit sera éventuellement obsolète. Et donc, c'est aussi dans cette limite-là qu'il faut accepter de temps en temps la démolition. C'est jamais satisfaisant de démolir, mais il faut accepter aussi que de temps en temps, on a un produit qui n'est pas au bon endroit ou qui est plus tout à fait aux normes, et que la démolition est la solution à partir du moment où ça permet évidemment de faire autre chose. Mais oui, la réponse, elle est dans la diversification, et je répète, dans le fait de rester extrêmement à l'écoute des besoins de la société et d'essayer de produire en fonction de ça. Christine Garnier, peut-être vous vouliez ajouter quelque chose pour conclure cette séance. Et déjà la conclusion. Non, je pense que c'est un sujet qui est tellement vaste qu'on voit qu'on pourrait rester à discuter toute la nuit, j'imagine. Il y a énormément de sujets. On est resté beaucoup sur la question du logement. On n'est pas tellement allé sur les questions du PLUI, vraiment. Donc je pense qu'il faudra qu'on continue à travailler là-dessus au travers de tous les débats qui vont continuer, tous les moyens de participer par les différents outils de la métro. Il me semble qu'il y a un point sur lequel dont on n'a pas parlé, et la question des personnes âgées m'y faisait penser aussi, c'est toute la question de la participation aussi des habitants à la création de leur logement. Tout l'habitat participatif sur lequel on aimerait aussi, au travers du PLUI, pouvoir donner des possibilités
d'action, des possibilités de foncier disponible pour de l'habitat participatif, que ce soit de l'habitat participatif en social d'ailleurs, ou que ce soit en accession ou mixte, en accession sociale, etc. Plein de possibilités existent. On peut imaginer, pour des personnes âgées aussi, et ça existe déjà, il y a un groupe sur l'agglomération qui se monte, qui aimerait pouvoir vieillir ensemble en créant un logement, des logements en habitat participatif dans une opération. Voilà pour quelques mots sur cette soirée. Je le redis, c'est un sujet ce sont des sujets très vastes. Et donc, j'espère qu'on pourra continuer à travailler ensemble au travers de tous ces outils, que ce soit l'outil Carticipe ou tous les outils de la métro pour travailler élaborer ensemble ce PLUI. Merci beaucoup aussi pour la transition pour que je puisse conclure. Alors, le cycle de débat PLUI se poursuit le 28 juin d'un débat autour de la question du paysage. Viendront après, les dates ne sont pas encore fixées, des débats sur la question des mobilités. Ensuite, débat sur la question d'une économie dynamique et innovante. Et nous traiterons également la thématique des risques, comment prévenir et anticiper les risques. Ce sera la 5e séance de ce cycle de débat du PLUI. J'espère que vous avez apprécié cette soirée et ce format. Je vous remercie d'applaudir nos intervenants de s'être livrés à cet exercice un peu périlleux de la conférence inversée. Je vous donne rendez-vous autour d'un pot convivial et vous remercie pour votre participation active. Au revoir.